passer le relais à Franck Lessen de Cedra Technologies qui va donc nous faire un retour sur la participation de l'entreprise au projet Horizon 2020 et donc je le remercie fortement de ce témoignage. Merci Madame Bruyère. Donc vous m'entendez là? Oui, on vous entend. Donc voilà, on va passer le slide. Donc je suis DG de Cedra Technologies. Cedra Technologies, c'est une société basée à Grenoble, qui est une PME, qui fait actuellement 65 employés et qui s'est focalisée sur l'innovation mécatronique. Et donc à travers la maîtrise des technologies, alors on est passé un peu vite là. Des technologies piézoélectriques, magnétiques pour faire des actionneurs, des capteurs, des électroniques. Donc on part des matériaux pour faire des composants actionneurs, composants capteurs, et pour arriver à des fonctions mécatroniques. Donc les fonctions mécatroniques, ça peut être du positionnement X, Y, Z de précision pour une fonction de positionnement, ça peut être du scanning, ça peut être du contrôle actif de vibration. On verra quelques exemples à travers notre tour. Donc nous, on a une activité basée sur trois champs, on va dire, la vente de produits standards et spécifiques, de l'ingénierie donc disponible sous forme de R&D collaborative ou de projets direct client, et puis des activités de formation de consulting. Voilà, donc on peut passer à la suivante. Merci. Donc voilà, par rapport à l'Europe, comment on se positionne? Le fait de viser l'innovation mécatronique, ce qui est vraiment quelque chose qui est maintenant dans les gènes de l'entreprise depuis un grand nombre d'années, ça nous positionne assez naturellement sur les champs soutenus par les projets de R&D européenne. On n'arrive donc pas là-dessus par hasard, c'est-à-dire que on a une réelle activité de R&D continue dans l'entreprise. On communique beaucoup, on pose des brevets, on participe à des salons, à des conférences, on est cité régulièrement. Et donc ça, c'est un premier volant côté innovation. Et par rapport, je dirais, à un labo de recherche public qui peut en faire autant, voire mieux, on assure une valorisation de nos travaux, soit à travers des transferts de technologie, c'est le cas pour des marchés, pour des applications grande série. Dans les participants du pôle CIM, il doit y avoir Michelin, avec qui on a énormément travaillé. On est inventeur de 3-4 brevets de technologies de capteurs magnétiques qu'ils exploitent actuellement. Et sinon, on a aussi une exploitation industrielle par nous-mêmes. On a une prod, et on fait quelques millions d'euros de fabrication, plutôt pour de la haute technologie, du spatial, de l'aéronautique, de la défense. Ce positionnement qui est à la charnière de l'innovation et de la valorisation, c'est quelque chose qui est globalement bien perçu et qui est éligible, en gros, nous rend éligible et avec un bon profil pour être partenaire et soutenu dans nos projets. Alors l'historique de projet qu'on a, il est ancien. Moi j'ai intégré l'entreprise en 89 et donc j'ai créé une vraie activité d'ingénierie à part du corps initial et ça s'est traduit rapidement par le fait d'être intégré dans un projet européen. À l'époque, c'était les Brighter RAM FP3. Donc pour ceux qui se souviennent de ça, il y a peut-être des gens qui n'étaient pas nés à l'époque. Et donc ça nous a donné un premier projet européen sur l'utilisation de matériaux actifs dans des structures, des microstructures. Et puis de cette époque jusqu'à, on peut dire, 2024, parce qu'on a des projets qui vont se terminer en 2024, donc sur 30 ans, on a toujours eu au moins un projet en cours, plutôt 2 ou 3 en moyenne. Donc il y a un recouvrement, on va dire, quelque part qui assure une continuité qui fait qu'on a un train d'activité de R&D soutenu permanent. Donc comment on arrive à ça? En fait,
Le fait est, c'est que au départ, la première fois, on a été invité par des partenaires et donc il y a dans cette logique de projet européen un peu une forme de logique de réseau. Il ne faut pas s'en cacher, hein, savoir que si vous avez bien travaillé dans un projet, il y a des chances qu'on vous implique dans un autre. Les choses se savent, hein, donc du coup, et donc sous quel prétexte on est venu nous chercher? Bah, il y a typiquement des systémiers qui cherchent des composants ou des fonctions nouvelles, innovantes. Donc ça, c'est typiquement des choses qu'on peut faire autour de l'actionnement du capteur. Mais il y a aussi des cas où des labos qui ont des idées sur des nouveaux matériaux actifs, des nouveaux matériaux piézo, etc., qui cherchent des PME capables de de valoriser leur techno, leur trouver un segment de marché auquel eux ne pensent pas, et surtout de faire des preuves de concept sur des actionneurs, des mécanismes, ce qui dépasse en général la compétence du labo qui serait plutôt en synthèse de matériaux. Donc là, on a un rôle un peu différent du premier, hein, mais on a, je dirais, plutôt les trois quarts des projets sur la première ligne et un quart sur la deuxième. Et puis, alors, troisième classe d'intervention, c'est en tant que coordonnateur de projet. Donc, j'ai monté plusieurs projets Clean Sky. Donc, les projets Clean Sky, c'est des projets européens dédiés à l'aéronautique, qui sont des petits projets en termes de budget, qui laissent la place à typiquement, on va dire 2, 3, 4, 5 grands maximum partenaires. Et donne lieu qui fonctionne avec des appels d'offres où il y a un vrai ciblage, quasiment une spécification, contrairement aux autres types de calls. Et donc ce ciblage nous fait que pour certains calls, en fait, on voit qu'on peut réellement bien répondre, et donc on répond et on gagne à chaque fois. Donc, du coup, on a compris comment il fallait faire et c'est pas si compliqué, mais il faut s'y mettre dans la logique des projets, quoi. Éventuellement, je pourrais répondre à des questions là-dessus. Donc, slide suivant. Donc, quel est le lien entre les projets et les activités CTEC d'entreprise? Ce qui amène des projets, déjà, c'est le fait et ça l'Europe est très friande et c'est encore plus vrai maintenant, de communiquer sur les résultats, sur la stratégie, sur le développement de la technologie. Donc, ça suppose au niveau de l'organisation de l'entreprise d'avoir des personnes qui ont envie de le faire, de s'organiser pour le faire. Et sans que à l'époque, quand on a commencé ça, c'était déjà aussi prégnant. Moi, je suis président de session à la conférence Actuator depuis 90, et donc du coup, ça m'oblige bien sûr à me tenir au courant de qui fait quoi, d'être vraiment à l'affût des progrès technologiques dans nos technologies d'actionneurs notamment. Et de montrer aussi qu'on y contribue par des innovations, donc de rendre public sa stratégie, ses développements. Ça, c'est un peu le revers de la médaille, hein. On peut pas travailler avec l'Europe si on fait que des trucs secrets, quoi. Donc, il y a vraiment un souci de visibilité. L'autre point aussi, c'est qu'il faut vraiment suivre les appels à projets. Et bien sûr après, il ne suffit pas de les suivre, mais il faut essayer d'y répondre de manière très précise. Pour réussir, il est très important d'obtenir des résultats. Les résultats au niveau de l'Europe, en principe, il n'y a pas d'obligation de résultat, mais nous, on se sent toujours obligé de satisfaire les partenaires du projet, surtout quand on travaille pour un coordonnateur qui a des attentes bien précises. On n'est pas dans un projet européen pour faire ce qu'il nous arrange isolément, hein. Il faut vraiment se soucier de trouver sa place dans une équipe. Et donc quand on fait ça, naturellement, je dirais, on a des retombées inattendues et positives d'actions qu'on peut mener. Je montrerai des exemples.
Et donc, il y a l'aspect satisfaction partenaire, puis il y a un aspect satisfaction par rapport au programme des travaux. Donc, quand on réalise un programme, il faut essayer à la fin d'avoir coché toutes les cases pour être irréprochable et bien utiliser les moyens qui sont mis à disposition, donc vraiment jouer le jeu. Et en finale, je dirais que si, comme c'est des projets qui ne sont pas financés à 100%, on ne peut pas faire ça juste pour occuper les gens. Faut qu'il y ait une valorisation et donc il faut qu'il y ait une synergie entre les projets européens et l'activité ou la vision de l'entreprise. C'est-à-dire que si ce n'est pas encore une activité, il faut qu'on enchaîne rapidement à la sortie du projet par une valorisation, donc forcément qui se traduit par la vision de l'entreprise. Euh, donc, une des questions qui m'a été proposée d'adresser, c'est est-ce que ces collaborations, elles sont ponctuelles, récurrentes, comment ça se passe? Par exemple, avec le groupe Ideco Danobat en Espagne, qui est un groupe qui est très impliqué dans les machines de prod, les centres d'usinage. Donc pour le centre, donc Ideco, c'est le centre de recherche du groupe Danobat en machine-outils, hein. Et donc, pour cette entreprise, on a commencé à travailler en R&D au début des années 2000 et on a eu, je dirais, au moins 4 projets successifs. On en a encore un actuellement qui s'appelle Interq, avec cette société comme coordonnateur ou partenaire majeur qui nous a impliqués, qui nous a entraînés dans un projet où il était présent. Donc on voit bien qu'en fait, si on a une chaîne de valeur, une chaîne de sous-traitance, si on pouvait dire, hein, une chaîne de partenariat, puisque nous on se positionne vis-à-vis d'Ideco comme fournisseur de composants mécatroniques et eux comme fabricants de machines, il y a une collaboration naturelle qui peut s'opérer, mais elle peut devenir récurrente que si effectivement ça fonctionne bien et que ce soit gagnant-gagnant. Dans le domaine un petit peu qui intéresse le CIM, on travaille beaucoup avec Strathclyde, professeur Yikin, en UK, hein, sur les procédés de fabrication. Alors, entre un système d'actionneur et un procédé de fabrication, on peut citer par exemple l'assistance vibratoire à l'usinage, par exemple. Hein, c'est un exemple de sujet, l'assistance au formage. Donc, en France, on a aussi des partenariats. On travaille avec l'UPMC CNRS à Nice sur les fluides magnétorologiques et on a eu 2 projets européens avec l'USMB à Annecy, le CIM, on travaille sur la récup d'énergie. On a acheté des licences de brevets à Slabo, on les valorise à travers des projets communs. Donc, ça pour dire aussi que si on veut que ça fonctionne bien, on ne peut pas être dans du one-shot isolé. C'est-à-dire que il faut chercher des fils conducteurs, hein, il faut avoir des fils conducteurs, et ça se traduit assez naturellement par des continuités d'opération. Alors il y a des fois où les choses arrivent à maturité et donc ça s'arrête, mais c'est quand même pas rare que dans des technos innovantes, après avoir fait un premier projet 3 ans, bien sûr il y a des résultats, mais on a des idées pour faire mieux, autrement, plus, etc. Donc c'est pour ça que avec certains partenaires, on arrive à avoir 1, 2, 3 projets, jamais exactement sur la même chose, mais par contre pour aller toujours plus loin. Suivant. Donc, qu'est-ce que ces projets européens apportent? Donc, les bénéfices, c'est déjà, je dirais pour nous, quelque chose qui est très important, c'est de connaître les besoins. Quand on développe des composants, des actionneurs, des capteurs, à quoi ils peuvent servir exactement? Qu'est-ce qui est important de résoudre pour un client donné? Ça, c'est le projet européen est un bon contexte parce qu'en fait, on se retrouve avec un groupe qui peut être de 10, 15 partenaires et on peut réellement découvrir des besoins qui n'auraient pas été mis ou qu'on n'aurait pas capté autrement que par ce contexte. Donc corrélativement, bien sûr, il y a l'aspect de réseau, c'est-à-dire qu'on peut être invité par un coordinateur dans un projet et découvrir un partenaire tchèque qu'on connaissait absolument pas et avec qui ensuite on fait affaire. Donc c'est tout intéressant. Et le contexte aussi peut permettre d'établir des relations de confiance, c'est-à-dire que quand s'il y a
un Tchèque aurait pas forcément été jusqu'en France pour chercher une société française pour la faire intervenir. Parce qu'ils ne nous connaissaient pas. Le fait de nous voir représenter des résultats dans un projet, de voir le type de techno qu'on développe et qu'est-ce qu'elle permet de produire, de lui mettre à disposition des démonstrateurs, ce genre de choses, permet d'établir la confiance qui ne se serait pas mise en place aussi facilement sans ce contexte. Donc ça, c'est pas négligeable. Et le corrélatif à ça, c'est que pour nous, ça permet de générer des retours d'expérience. Donc encore une fois, quand on développe des composants, c'est pas si évident de savoir qu'est-ce que les clients en font, qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui ne marche pas. Donc ces projets-là, comme la règle, c'est de partager, bah, on fournit nous des composants qui sont testés et en retour, le partenaire nous dit bah voilà ce qui a marché, ce qui n'a pas marché, ce que vous pourriez améliorer, etc. Donc il y a une vraie valeur ajoutée au collaboratif qu'on ne peut pas avoir autrement. Point important bien sûr, c'est que ça permet de financer de la R&D, surtout l'aspect amont. Hein, la R&D amont est souvent risquée. On se dit s'il n'y a qu'une chance sur deux que ça marche et qu'on doit se le payer, ben, on va peut-être vraiment hésiter. Dans un projet collaboratif, bah, ma foi, on peut se permettre des expériences et puis surtout, on se permet des expériences à des échelles qui peuvent être loin en termes de système qui serait impossible à faire dans l'entreprise. Bien sûr, ça génère des résultats, des faisabilités, des maquettes, des modèles, ça je pense que tout le monde a compris, et ça génère de la propriété intellectuelle, hein, donc des brevets. On a un portefeuille de 20 ou 30 brevets à CETEC, dont je dirais une dizaine est en lien avec des projets européens. Par contre, il y a des contraintes. Donc, on est sur des projets à engagement de moyens. Donc, l'engagement de moyens, on peut se dire au départ, bon, c'est cool, si on réussit pas, c'est pas grave. C'est vrai, mais comme je disais, le but, c'est quand même de réussir et de bien utiliser les ressources mises à disposition. Et donc, ça oblige à suivre un programme pendant 3 ans. Il y a un reporting technique et un reporting financier qui sont tous les deux rigoureux. On ne peut pas se permettre de faire les choses à la légère. Donc il faut aussi mettre en place une organisation dans l'entreprise qui, notamment au niveau des reportings de coûts, de temps, etc., qui permet de justifier les dépenses réalisées. Et puis, dans les contraintes, je dirais dans le passé, il y avait vraiment un accent qui était mis sur des sujets amont, donc vraiment la prise de risque maximale. Et donc le retour sur investissement dans un projet amont, bah, il est long, il n'est pas du tout évident parce qu'on peut faire une expérience d'un effet physique TRL2 et puis derrière jamais trouver d'application. Et la bonne nouvelle, je trouve, c'est que il y a voilà, une vraie volonté maintenant aussi d'accompagner des phases de maturité plus importante, hein, du TRL4 à TRL7, hein, vraiment entrer sur le marché. Et donc ça, c'est positif. Alors c'est un peu moins aidé, mais en même temps, c'est moins risqué pour l'entreprise. Donc franchement, intéressez-vous à ces filières qui soutiennent des TRL élevés, surtout si vous êtes une PME. Je pense que c'est valable. Suivant. Donc l'intérêt de l'entreprise à participer, bah, j'essaie de l'illustrer sur un exemple ici qui est dans le domaine du CIM. Hein. Donc on a dans le cadre du projet Smart Tool par exemple développé des actionneurs PPA 40L, 60L, donc une famille d'actionneurs piezo donc qui sont assez simples ici pour l'exercice, hein, et qui ont été intégrés dans un porte-outil par IFW, donc ce sont des Allemands. Et IFW a fait ce porte-outil de tournage un outil qui permettait de faire du tournage de précision en mettant une fonction de contrôle actif de vibration. C'est-à-dire qu'on utilisait l'actionneur en dynamique de manière à réduire par amortissement dans la structure, à réduire les vibrations et améliorer la précision d'usinage. Et donc, typiquement, j'ai montré un graphe, bon, c'est pas pour faire de la science ici, hein, mais entre amortissement on et amortissement off, le niveau d'amplitude de vibration est divisé par réduit de 30 dB.
Donc ce type d'expérience suppose d'avoir une machine-outil, de savoir intégrer un actionneur dans un porte-outil, et il ne suffit pas de savoir faire un actionneur piezo pour arriver à ça. Donc à l'époque, et de toute façon c'est toujours le cas, on n'a pas de machine-outil à CETEC où on pourrait faire ce type d'expérience. Et via ce partenariat, par contre, on y est arrivé, et depuis, on a des ventes d'actionneurs pour ce type de fonction. Donc le point vraiment important, c'est que ça nous a fait développer une solution d'actionneur performant. Ça a été évalué en application et on a un retour d'expérience qui nous permet qui est valorisant, qui est d'une part à nous en direct, mais aussi qui a été publié. Dans la publication d'IFW, il cite Cedra Technologies et c'est ce qui fait que des Américains, des Chinois nous achètent des actionneurs en disant on a vu cette publi, on veut les actionneurs qui sont dedans. Voilà. Donc, il y a un vrai effet de dissémination sur des projets à dimension qui dépassent l'entreprise. Suivant. Et donc, par rapport aux orientations green qui sont de plus en plus marquées et qui sont très présentes, notamment dans l'horizon Europe, on a des activités à Cedra Technologies qui sont, on va dire, de principales classes. On travaille de plus en plus à la récupération d'énergie vibratoire. Donc, un récupérateur d'énergie vibratoire, en l'occurrence dans le projet FastSmart, c'est un actionneur piezo encapsulé dans lequel il y a un mécanisme proof-mass qui fait que quand il y a des vibrations à la base de l'actionneur, par effet piézoélectrique direct, on produit de l'énergie électrique. Et donc, c'est pas l'application naturelle des actionneurs piézo. C'est pas pour ça au départ que les actionneurs piézo sont faits. Mais du coup, dans ces projets-là, on teste justement une possibilité qui est, on va dire, intrinsèque à la technologie piézo, mais qui n'est pas trop exploitée actuellement, pour explorer une potentialité qui peut devenir un vrai business ensuite. Donc ça, c'est un premier exemple où l'Europe met de l'argent pour voir et développer le plus possible une piste. Un autre exemple, c'est dans lequel on est aussi très, très actif, c'est les actionneurs de contrôle de flow, flow control actuator, de contrôle d'écoulement. Sur une aile d'avion, lorsque l'air s'écoule, en fait, on crée des turbulences. Donc, si on fait rien de particulier. Donc, pour surmonter ces difficultés, une technique, c'est de mettre des slats, en fait, donc des volets supplémentaires. Donc, ce qui complexifie considérablement les ailes d'avion. Ça résout certains problèmes, en plus, ça résout pas tout. Une nouvelle technique qu'on explore avec l'ONERA, ça consiste à faire des contrôles flow actuators, donc soit des jets synthétiques, soit des jets pulsés, donc des structures qui vont venir faire des petits flux d'air, des pchits à l'entrée de l'air, à l'entrée de l'aile sur une fente. Et par ce biais-là, on montre en fait qu'on fait un recollement de couche limite, donc l'effet qu'on aurait eu avec un slat, mais sans partie mobile, et donc une simplification, une manière tout électrique. Et donc en plus donc sans hydraulique, ce qui est aussi quelque chose qui est recherché par ailleurs. Et donc ce recollement de couche limite peut permettre on a montré en soufflerie que ça permettait de réduire la traînée aérodynamique. Donc, ce type d'expérience qui conduit à faire des essais en soufflerie, vous imaginez bien qu'une PME tout seul dans son coin ne peut pas se lancer là-dedans. Et donc, c'est grâce à des projets collaboratifs ambitieux qu'on aboutit à ça. Symétriquement, l'ONERA a essayé aussi à un certain moment d'acheter des actionneurs standards et de mettre au point des effets et n'arrivait pas à des résultats significatifs. Donc, nos apports en actionnement dynamique de puissance leur ont permis de montrer, en l'occurrence, qu'on arrivait à des vitesses d'éjection de 200 mètres par seconde et obtenir les effets qu'ils voulaient et donc de faire cette démonstration. Voilà, donc là typiquement, la réduction de traînée, c'est aussi quelque chose qui économise de l'énergie, du fuel et de la pollution dans les airs, et donc c'est quelque chose qui est quelque chose qui rentre dans le cadre du green aussi.
Voilà ce que je pouvais dire très rapidement, hein, dans le temps imparti, et peut-être quelques minutes, 5 ou 10 minutes maximum pour des questions si jamais il y en a. Merci de votre attention. Merci beaucoup. On va donc prendre les questions si les participants souhaitent en poser. Pour l'instant, on n'a pas de mobilisation là-dessus. C'est que c'était très clair. Bon, bah, tant mieux. Bon, bah, très bien. Vous pouvez toujours nous faire remonter vos questions de toute façon par mail ou par téléphone, on est disponible. Éventuellement, on pourra vous mettre en contact aussi avec Monsieur Claessen si c'est pertinent par la suite. Merci, Mme Bruyère. Merci beaucoup.